Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'avion transportant les dépouilles des victimes libanaises du crash d'Air Algérie attendu ce soir à Beyrouth. Le vol qui reliait Ouagadougou à Alger le 24 juillet s'est écrasé dans le nord du Mali. Si Daesh parvient à envahir le Liban, il imposera son extrémisme partout. Une déclaration signée Tamam Salam. Le Premier ministre souhaite recevoir rapidement les hélicoptères français prévus dans le cadre du contrat d'armement. Les Tunisiens aux urnes pour une présidentielle historique. Le second tour de l'élection oppose le chef d'État sortant, Moncef Marzouki, à Beji Caïd Essebsi, chef du parti anti-islamiste Nida Tounes. Et à suivre également dans ce journal à New York, 2 policiers abattus par balle par un homme qui s'est ensuite suicidé. Un message sur Internet évoque un acte de vengeance pour la mort de 2 Noirs tués par la police l'été dernier. Journée de deuil national ce dimanche pour les victimes du crash d'Air Algérie survenu le 24 juillet dernier au Mali. Chebran Bassil accompagne les dépouilles des 20 victimes libanaises. L'avion en provenance de Paris doit atterrir vers 18 h. Le ministre des Affaires étrangères est accompagné du directeur général des émigrés au sein de son ministère. Un accueil officiel sera réservé aux victimes à leur arrivée à l'aéroport international de Beyrouth. Le vol AH-5017 qui reliait Ouagadougou à Alger s'était écrasé dans le nord du Mali moins d'1 heure après son décollage pour des raisons encore indéterminées. Il transportait au total 116 personnes. L'identification des restes des victimes du crash s'est achevée le 20 novembre, ce qui a permis leur restitution aux familles. Le Liban souhaite recevoir rapidement les hélicoptères français prévus dans le cadre du contrat franco-saoudien d'armement. Voilà ce qu'a indiqué Tamam Salam au journal du dimanche. Objectif du Premier ministre, recevoir ces hélicoptères au début du programme de livraison et non à la fin, pour que l'armée puisse utiliser les missiles le plus tôt possible contre les djihadistes présents dans la région de Hersel, à la frontière libano-syrienne. Selon Tamam Salam, si Daesh parvient à envahir le Liban, il imposera son extrémisme partout. Il accuse le groupe djihadiste de tenter de déstabiliser le pays avec l'aide de ses alliés. Le chef du gouvernement estime par ailleurs que les bombardements de la coalition internationale contre Daesh en Syrie et en Irak sont insuffisants et que pour battre l'EI, il faudrait aller au sol. François Fillon poursuit sa tournée au Liban après s'être entretenu hier avec les principaux responsables libanais. Le député de Paris et ancien Premier ministre a assisté ce dimanche à la messe célébrée à Abkerké par le patriarche maronite. Dans le cadre de ce déplacement, Fillon a notamment rencontré le Premier ministre et le moufti de la République, Cheikh Abdellatif Dalian. Au menu également de sa visite, des entretiens avec le chef du Parlement, Nabih Berri, et l'ancien président Michel Sleiman. Il doit également se rendre dans un camp de réfugiés syriens dans la plaine de la Bekaa. 20 milliards de dollars, c'est le montant des pertes enregistrées par le Liban à cause de la crise syrienne. Selon le ministre des Affaires sociales, le pays n'a perçu que 50% des aides internationales promises en 2013 et 44% en 2014. Rachid Erbès a également indiqué que le nombre de réfugiés syriens est passé de 1,2 à 1,1 million suite à la décision du gouvernement de fermer les frontières libanaises, sauf au cas urgent. Le ministre a par ailleurs mis en garde contre l'émigration des chrétiens de Syrie, car cela priverait, selon lui, la région de son pluralisme culturel. Le chef du Parlement iranien est attendu à Beyrouth demain. Il est actuellement en visite à Damas, dont Téhéran reste le principal allié. La visite de Ali Larijani devrait faciliter le dialogue prévu le 29 décembre entre le Hezbollah et le courant du futur, sous la houlette du chef du Parlement, Nabih Berri. Il devrait également clarifier les positions de l'Iran sur les différents dossiers libanais, notamment le dialogue sunnito-chiite et la présidentielle, vacante depuis le 25 mai dernier. Les Tunisiens aux urnes ce dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Un scrutin historique qui doit mettre un terme à 4 années de transition post-révolutionnaire. La campagne a été tendue et les échanges acerbes entre les 2 finalistes. D'un côté, le président sortant, de l'autre, Beji Caïd Essebsi. À 88 ans, il est le chef du parti anti-islamiste Nida Tounes et fait figure de favori. Sa formation a en effet remporté les législatives en octobre dernier. Et quel que soit le résultat de ce scrutin, c'est son parti qui sera chargé de former le prochain gouvernement. Dans l'autre camp, Moncef Marzouki, le chef d'État sortant, âgé de 69 ans. Il avait été élu président de transition il y a 3 ans.
Durant la campagne, il s'est posé en défenseur de la révolution du jasmin face au retour des partisans de l'ancien régime. Mais lui-même se voit reprocher son alliance avec les islamistes d'Ennahda. Au premier tour, il a obtenu 33,4% des voix contre 39,4% pour son adversaire. Les résultats du scrutin pourraient être connus dès ce lundi. L'Égypte ouvre le point de passage de Rafah pour la première fois en 57 jours. Environ 200 personnes ont pu quitter la bande de Gaza ce dimanche pour se rendre en Égypte. Il s'agit uniquement de personnes malades nécessitant un traitement ou détentrices d'un titre de séjour à l'étranger. L'enclave palestinienne est soumise à un strict blocus israélien. Sa seule ouverture sur le monde non contrôlé par Israël est via ce point de passage de Rafah. Le Caire l'avait fermé le 24 octobre dernier à la suite d'un attentat suicide meurtrier dans la péninsule du Sinaï qui avait tué 30 soldats égyptiens. Dans un instant, nous ferons le point sur l'état de santé de la légende de la boxe, Mohamed Ali. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Je vous l'annonçais en titre, 2 policiers ont été tués par balle à New York. Un homme noir les a abattus dans leur voiture de patrouille à Brooklyn. Pris en chasse par la police, il s'est engouffré dans une station de métro où il s'est tiré une balle dans la tête. Le tueur, identifié comme Ismail Brinsley, avait 28 ans et s'était vanté sur les médias sociaux de vouloir tuer des policiers. Un acte de vengeance pour la mort d'Eric Gardner et Michael Brown, 2 noirs tués cette année dans des incidents impliquant des policiers blancs. Brinsley était venu de Baltimore à 300 km au sud de New York où il avait un peu plus tôt tiré sur sa petite amie, la blessant grièvement. La police de New York n'avait pas été endeuillée depuis 3 ans. Barack Obama a condamné inconditionnellement le meurtre des 2 policiers. Et puis, cette autre fusillade en France, cette fois, un homme âgé d'une vingtaine d'années a fait irruption dans un commissariat en criant « Allahu Akbar, Dieu est le plus grand » avant de tirer sur des policiers. 2 d'entre eux sont grièvement blessés, dont un au visage. Une 3e policière, très choquée, a été plus légèrement atteinte. L'agresseur, un Français né au Burundi, a été abattu. L'incident a eu lieu dans le commissariat de Joué-les-Tours, en Indre-et-Loire, dans le centre de la France. Le parquet antiterroriste s'est aussitôt saisi de l'enquête qui s'oriente vers l'islamisme radical. L'agresseur avait commis des actes de délinquance classiques mais n'était pas fiché pour des activités à caractère terroriste. Selon une source proche de l'enquête, son frère, en revanche, est connu pour ses positions radicales et a un temps envisagé de partir en Syrie avant d'y renoncer. Réaction. Il était connu pour des actes de délinquance et il n'était pas connu pour son implication dans des activités terroristes et sa situation n'avait pas été judiciarisée, il ne faisait pas l'objet d'un suivi particulier. Un individu qui attaque un commissariat, qui attaque pas Monsieur X ou Y, qui attaque manifestement les services de police en criant Allah Akbar, il y a de quoi se poser la question de savoir s'il a agi seul, s'il a agi sur ordre. Le président cubain, prêt à n'écarter aucun sujet dans le cadre du dialogue avec Washington, après l'annonce mercredi d'une volonté mutuelle de normaliser les relations diplomatiques entre leurs 2 pays, après plus de 50 ans de brouille. Pour Raúl Castro, l'essentiel est la fin de l'embargo économique, commercial et financier contre Cuba, imposé par les États-Unis depuis 1962. Il demande aussi le respect de son système politique. Ce rapprochement avec Washington n'est pas du goût des exilés cubains qui estiment que La Havane doit faire un geste significatif sur les droits de l'homme. Et puis en Australie, la mère de famille interpellée vendredi a été inculpée du meurtre de 8 enfants âgés de 18 mois à 15 ans. Leur corps avait été découvert dans une banlieue de Cairns, ville touristique du nord-est de l'Australie. Parmi les enfants, 7 étaient ceux de la suspecte, âgée de 37 ans. La 8e victime, une adolescente de 14 ans, était sa nièce. Les causes de leur mort ne sont pas encore déterminées. La piste de la suffocation est étudiée. La police n'a pas souhaité révéler l'identité de la suspecte pour des raisons culturelles, car la famille appartient à la communauté des indigènes du détroit de Torres. Cet octuple homicide intervient peu après la sanglante prise d'otage de Sydney qui a fait 3 morts, dont 2 otages. Mohamed Ali a été admis à l'hôpital pour une légère pneumonie, mais son pronostic est bon et il devrait sortir sous peu. L'ancien boxeur est par ailleurs atteint de la maladie de Parkinson depuis 1984 et s'exprime difficilement. Cassius Clay était devenu Mohamed Ali à l'âge de 22 ans après avoir rejoint la Nation of Islam. Ses engagements militants comme ses prouesses de boxeur, triple champion du monde des poids lourds et champion olympique aux Jeux de Rome en 1960, ont fait de lui une véritable légende de la boxe. Noël 1914, les combats durent depuis des mois à Saint-Yvon en Belgique.
Les soldats allemands et britanniques savent qu'ils ne passeront pas les fêtes en famille. Pourtant, la magie de Noël opère et suscite des fraternisations sur le front. Un match de foot restera à jamais associé à cette trêve, une sorte de miracle de Noël. Pour l'anecdote, il avait été remporté 3-2 par les Allemands. 100 ans après, ils ont rejoué ce match historique qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire de la Grande Guerre. Avec des uniformes d'époque, des hommes britanniques, français, belges ou encore allemands ont reconstitué le match de la trêve de Noël à Saint-Yvon. On célèbre le centenaire de la trêve de Noël 1914. Trêve de Noël et fraternisation qui se sont passées sur un grand nombre d'emplacements sur la ligne, et notamment ici au Saint-Yvon à Warneton, où on avait face à face des troupes britanniques, ici à cette place présente ici le Royal Warwickshire, et en face d'eux un régiment saxon allemand. Les Alpes ont longtemps été le terrain de jeu des ultra-riches et la station française de Megève est un lieu de rencontre privilégié pour l'élite. Nichée dans l'ombre du Mont Blanc, la station de ski a atteint de nouveaux sommets du luxe et l'un des lieux les plus exclusifs est sans doute le chalet Saint-Philippe. Avec une superficie de 2000 m² et 12 chambres à coucher, ce chalet en bois peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Mais attention à la facture, il ne vous coûtera pas moins de 185 000 $ par semaine pour pouvoir profiter de tous ces services. Piscine chauffée, sauna, jacuzzi, salle de massage, cinéma privé et évidemment une cave à vin remplie des meilleurs crus. On a des belles étiquettes, le mouton Rothschild. Lorsque le client fait une demande particulière, accéder à sa demande. On peut tout avoir, de la cerise en plein hiver au 25 décembre à une Ferrari par hélicoptère. Le tout est de savoir à qui s'adresser et donc c'est mon rôle. Pour moi, mon travail dans les chalets est essentiellement basé sur la clientèle de luxe qui est très demandeuse justement de certains produits, de certaines choses. Ma disponibilité, elle est permanente. Je suis tout l'instant à l'écoute du client en lui demandant exactement ses souhaits et surtout éventuellement ressentir son besoin de certains produits et lui faire découvrir certaines saveurs qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Tout en mariant à la fois la montagne et son pays ou alors les demandes spécifiques et souvent très spécifiques. Une Ferrari par hélicoptère, c'est exactement ce que je vais rajouter sur ma liste au Père Noël. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'avion transportant les dépouilles des victimes libanaises du crash d'Air Algérie attendu ce soir à Beyrouth. Le vol qui reliait Ouagadougou à Alger le 24 juillet s'était écrasé dans le nord du Mali. Si Daesh parvient à envahir le Liban, il imposera son extrémisme partout. Une déclaration signée Tamam Salam. Le Premier ministre souhaite recevoir rapidement les hélicoptères français prévus dans le cadre du contrat d'armement. Les Tunisiens aux urnes pour une présidentielle historique. Le second tour de l'élection oppose le chef d'État sortant, Moncef Marzouki, à Beji Caïd Essebsi, chef du parti anti-islamiste Nida Tounes. Et puis à New York, 2 policiers abattus par balle par un homme qui s'est ensuite suicidé. Un message sur Internet évoque un acte de vengeance pour la mort de 2 Noirs tués par la police l'été dernier. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Et pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois, vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020.